Bonjour à tous et bienvenue pour suivre cette vidéo de droit constitutionnel consacrée aujourd'hui à la célèbre décision du Conseil du 16 juillet 1971. Je parle bien sûr de la décision liberté d'association. C'est sans doute une des décisions ou la décision la plus importante jamais rendue par le Conseil parce qu'elle va véritablement changer le rôle du Conseil constitutionnel et le Conseil le fait dans cette décision de son propre chef. Il y a véritablement un avant et un après 1971. Ce qu'on verra dans ces décisions, c'est d'abord le contexte dans lequel le Conseil a été saisi en 1971, pourquoi il a été saisi, par qui, et quelle solution a retenu le Conseil finalement. Et puis on verra ensuite la portée de cette décision, c'est ce qui nous intéresse véritablement, et c'est ce qui reste aujourd'hui. La portée de cette décision, c'est bien sûr l'émergence du bloc de constitutionnalité, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. On verra dans cette vidéo ce qu'est ce bloc, ce qui est inclus dans ce bloc, les textes inclus dans ce bloc de constitutionnalité, et donc on verra par là que le rôle du Conseil a véritablement changé avec l'émergence de ce bloc de constitutionnalité, parce que finalement le Conseil ne sera plus limité à la simple Constitution, mais pourra effectuer son contrôle au regard d'autres textes et d'autres normes. Donc d'abord sur la décision de 71, la saisine du Conseil. Donc le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Sénat. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les autorités de saisine sont définies dans l'article 61. L'article 61 en vigueur en 71, c'est le même article 61 que celui de 1958. Donc les autorités de saisine sont les 4 autorités classiques, originaires, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. L'ouverture de la saisine à 60 députés et 60 sénateurs interviendra 3 ans après cette décision par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974. Donc, le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Sénat. À l'époque, c'est Alain Poher. Alain Poher, il est connu notamment parce qu'il a été président de la République par intérim par 2 fois, en 1969 quand Charles de Gaulle démissionne, et en 1974, quand le président Pompidou décède. Il assure l'intérim. Pourquoi ? Parce que à ces 2 moments, en 69 et en 74, il se trouve qu'Alain Poher est président du Sénat, et comme vous le savez, la Constitution prévoit que c'est le président du Sénat qui doit assurer l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Donc, il saisit le Conseil, le président du Sénat, donc, le 1er juillet 1971. Il le saisit du texte de loi de 1971, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, donc la fameuse loi de 1901 que vous connaissez tous, bien sûr. Donc ce texte de loi de 1971 donc, vise à instaurer un régime d'autorisation préalable à la constitution d'une association. En réalité, qu'est-ce que c'est que ce régime d'autorisation préalable ? C'est permettre à l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle de conformité à la loi des associations avant de leur donner capacité juridique. Donc c'est-à-dire que l'autorité judiciaire pourra dans certains cas refuser d'accorder la capacité juridique à une association s'il estime que l'association, le but de l'association n'est pas conforme à la loi. Ce régime, il n'était absolument pas prévu par la loi de 1901 parce que la loi de 1901, elle exige seulement une déclaration préalable, donc il faut déclarer préalablement l'association en préfecture et l'association est constituée et acquiert capacité juridique. Donc il y a véritablement une modification de la loi de 1901 et donc du régime pour accorder la capacité juridique par la loi de 1971. Dans cette décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel va venir censurer cette disposition de la loi de 71, donc disposition qui vise, je rappelle, à instaurer dans certains cas un régime d'autorisation préalable de l'association, et le Conseil va juger que cette disposition est contraire à la Constitution. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir comment est-ce que le Conseil s'y prend en 1971 pour venir déclarer cette disposition contraire à la Constitution. On le sait, avant 71, le Conseil ne pouvait exercer son contrôle que au regard de la Constitution stricto sensu, c'est-à-dire au regard des articles 1 à 89 de la Constitution. Et en réalité, si vous lisez le texte de la Constitution, les articles 1 à 89, vous ne trouverez absolument rien qui permet au Conseil de retenir cette décision, cette solution,
en 71, parce que les articles 1 à 89, ce sont des articles qui viennent finalement répartir les compétences entre les différentes institutions, entre les différentes autorités politiques de la Ve République. Donc il n'y a pas finalement de dispositions de la Constitution qui permettent de retenir cette solution que le Conseil retient en 71. Donc comment s'y prend-il ? Il s'y prend de la façon suivante. En réalité, dans la décision de 71, on peut lire dans le visa de la décision. Le visa, c'est là où le Conseil va venir énoncer les différents textes qui vont fonder son contrôle. Dans le visa, on voit très clairement inscrit, vu la Constitution, et notamment son préambule. C'est la première fois que le Conseil va effectuer son contrôle au regard du préambule de la Constitution de 1958. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Par ce visa, par la mention du préambule, il va venir donner valeur constitutionnelle à ce préambule. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Conseil attend 1971 pour donner valeur constitutionnelle au préambule ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant ? Eh bien parce que la question, vous vous en doutez bien, elle s'est déjà posée. On s'est déjà posé la question de savoir si le préambule avait ou non valeur constitutionnelle. Et la question, finalement, le Conseil avait considéré qu'elle avait été tranchée. En réalité, Raymond Jeannot, qui était commissaire du gouvernement en 1958, au moment de la rédaction de la Constitution, on lui avait posé la question en 1958. On lui a demandé, devant le comité consultatif constitutionnel, on lui avait demandé est-ce que le préambule aura valeur constitutionnelle ? Et Raymond Jeannot avait répondu très clairement que non, le préambule n'aura pas valeur constitutionnelle. Il avait expliqué que le préambule était finalement une simple vitrine destinée à vendre la Constitution et que dès lors, elle ne pourrait avoir valeur constitutionnelle. Donc on peut se poser la question, quelle valeur juridique peut avoir une telle déclaration ? En réalité, une telle déclaration n'a pas de valeur juridique, c'est une simple déclaration, c'est un simple discours, mais c'est pourtant la position des autorités politiques qui ont rédigé la Constitution, finalement, de ne donner aucune valeur constitutionnelle au préambule de 58. Donc finalement, le Conseil va se tenir à cette déclaration dans ses premières années, parce que c'est une institution nouvelle, parce qu'il faut qu'elle prenne ses marques, parce qu'elle ne peut pas encore être trop audacieuse, et elle doit finalement rester fidèle à la volonté de ceux qui l'ont instituée. Si on lit le texte de 1958, la Constitution, on verra très clairement que rien n'interdit au Conseil d'exercer son contrôle par rapport au préambule de 58. Rien, il n'y a aucune disposition qui explique clairement que le préambule ne pourra pas avoir valeur constitutionnelle. Dès lors, il y avait une espèce de porte ouverte qui existait, et le Conseil va se saisir de cette porte ouverte en 71 pour donner valeur constitutionnelle à ce préambule. Donc si on se rapporte à ce préambule de 58, on verra qu'il est fait mention de deux textes importants dans ce préambule. D'abord la déclaration de 1789, et puis le préambule de la Constitution de 1946. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un effet d'enchaînement ? Est-ce que le fait de dire le préambule de 58 a valeur constitutionnelle, est-ce que finalement par enchaînement on va considérer que la DDHC de 1789 et le préambule de 46 auront valeur constitutionnelle parce que eux-mêmes sont mentionnés dans le préambule de 58 ? Eh bien on aura un début de réponse en 1971 dans la décision du Conseil liberté d'association, parce qu'on voit très clairement dans le deuxième considérant de la décision qu'il est fait mention de ce qu'on appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le Conseil énonce ici, fait mention ici de ce qu'on appelle les PFRLR, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et donc il faut finalement se demander d'où est-ce que ça vient, ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ça ne peut pas, bien sûr, tomber du ciel. En réalité, ces PFRLR émanent du préambule de 1946 qui les consacre, le préambule de 46 qui énonce, au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République. Donc c'est véritablement de là qu'émanent ces PFRLR, et en réalité, le Conseil va en faire mention dans sa décision de 1971, ce qui peut vouloir dire que le préambule de 46 a aussi valeur constitutionnelle. Donc si on reprend la décision de 1971, qu'on lit ce considérant 2, considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de liberté d'association, que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Donc en réalité, le Conseil ici vient dire que le principe de la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Donc le principe de la liberté d'association, au sens de la loi de 1901 bien sûr, est un PFRLR. Le PFRLR aura valeur constitutionnelle, puisqu'il faut suivre la logique du Conseil. Il se base sur la décision de 58, et on va deviner qu'il va donner valeur constitutionnelle aussi au préambule de 46, parce que ces PFRLR émanent du préambule de 46. Donc ce principe a valeur constitutionnelle. Bien sûr, la loi ne peut pas porter atteinte à un principe de valeur constitutionnelle, puisque la loi est inférieure à la Constitution dans la hiérarchie des normes. Et donc finalement, la disposition de la loi de 1971, qui veut soumettre un régime d'autorisation préalable à la constitution d'une association, va être contraire à ce principe. Parce que le principe, le PFRLR qui est dégagé en 1971, de la liberté d'association, se rattache à la loi sur le contrat d'association de 1901, qui, cette loi, exige simplement une déclaration préalable de l'association. Donc la disposition de la loi de 71 est contraire à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce PFRLR, de la liberté d'association, et donc finalement la disposition en cause va être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971. Donc quelle est la portée de cette décision ? C'est ça finalement qui nous importe, c'est ça le plus important. La portée c'est quoi ? C'est que le préambule de la Constitution de 1958 a valeur constitutionnelle. Et ça va emporter un certain nombre de conséquences. D'abord, le préambule de la Constitution de 46 a valeur constitutionnelle. Ça, on le dégage, on le déduit, on le devine de la décision de 71, où il est fait mention des PFRLR. Les PFRLR, ils proviennent du préambule de 46. Et donc, si le Conseil va effectuer son contrôle au regard de ces PFRLR, ça veut dire qu'il effectue son contrôle au regard du préambule de 46. Et ça veut dire que ce préambule de 46 a valeur constitutionnelle. La conséquence aussi, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a aussi valeur constitutionnelle. Vous vous rappelez, la DDHC, il est fait mention de la DDHC dans le préambule de 58, aussi dans le préambule de 46. Donc la question qui se posait, c'était finalement si le préambule de la Constitution de 46 a valeur constitutionnelle, la DDHC devrait aussi avoir valeur constitutionnelle puisqu'elle est aussi mentionnée dans le préambule de 58. Et donc, dans la décision taxation d'office du 27 décembre 1973, le Conseil constitutionnel va effectuer son contrôle vis-à-vis de la DDHC, et donc la DDHC aura valeur constitutionnelle. Un autre texte qui va avoir valeur constitutionnelle, c'est la Charte de l'environnement de 2004, donc adoptée en 2004. La Charte de l'environnement, elle est insérée dans le préambule de la Constitution de 1958 par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Donc elle est insérée dans le préambule, donc on considère par la jurisprudence de 71 qu'elle aura valeur constitutionnelle. Le Conseil le confirme, bien sûr, avec la décision du 28 avril 2005, et il effectue son contrôle au regard de la Charte de l'environnement. Donc finalement, on a l'émergence de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Qu'est-ce que c'est ce bloc de constitutionnalité ? C'est une expression déjà que l'on doit à Claude Emery, professeur de droit, qui a été reprise et qui est connue aujourd'hui grâce au professeur Louis Favoreux. Ce bloc de constitutionnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression qui désigne finalement l'ensemble des textes et des normes de valeur constitutionnelle et au regard desquels le Conseil constitutionnel sera amené à effectuer son contrôle. Donc c'est ensemble des textes et des normes qui ont valeur constitutionnelle.
Donc le bloc de constitutionnalité, ces textes et ces normes à valeur constitutionnelle, on trouve bien sûr d'abord la Constitution du 4 octobre 1958, mais qu'il faut entendre, qu'il faut lire dans un sens large, c'est-à-dire les articles 1 à 89, comme initialement, comme au début de la Ve République, mais aussi le préambule de 58 par la décision de 1971. On a des normes complémentaires, des textes finalement qui ont aussi valeur constitutionnelle, la DDHC du 26 août 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004-2005. Et on a aussi des normes complémentaires non écrites qui vont être dégagées par le Conseil constitutionnel lui-même, c'est-à-dire les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ça, on le trouve dans le préambule de 46. En tout cas, le préambule de 46 fait mention de ces PFRLR. Donc le premier d'entre eux, bien sûr, c'est la liberté d'association, qui est un PFRLR. Il y en aura d'autres, bien sûr, dégagés par le Conseil, comme par exemple l'indépendance des juridictions administratives en 1980, comme par exemple le statut des professeurs d'université par la décision de 1984 et d'autres choses qui viendront ensuite. Le Conseil va aussi dégager de son propre chef des principes à valeur constitutionnelle. On peut citer par exemple la continuité du service public en 1979, la liberté personnelle du salarié en 1989 et bien d'autres. Et il va dégager aussi des objectifs de valeur constitutionnelle. Ça, c'est des objectifs qui sont destinés plutôt aux législateurs, comme par exemple la sauvegarde de l'ordre public en 1982, ou encore l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en 1999. Donc tous ces textes, toutes ces normes ont valeur constitutionnelle, et donc ça va véritablement changer, transformer le rôle du Conseil constitutionnel qui, avant la décision de 71, était limité aux seuls articles 1 à 89 de la Constitution. À partir de 71, à partir de l'émergence de ce bloc de constitutionnalité, on va avoir un Conseil qui sera véritablement garant des droits et libertés, parce qu'il effectuera son contrôle au regard de la DHC, au regard du préambule de la Constitution de 46, qui énonce beaucoup de droits et libertés, parce qu'on est au sortir de la guerre et qu'il y a besoin de réaffirmer ces droits et libertés. Donc on a finalement un Conseil qui va avoir son rôle véritablement transformé par cette décision, et il le fait de son propre chef, et c'est sans doute ça qui est le plus étonnant et le plus audacieux. Tout ça, cette décision de 71, elle est à mettre en lien aussi avec la révision constitutionnelle de 1974 et l'ouverture de la saisine à 60 députés, 60 sénateurs, parce que ça aussi, ça va véritablement modifier le rôle du Conseil, qui va pouvoir être saisi de façon beaucoup plus massive, et par l'opposition politique, et non plus seulement par les 4 autorités de saisine originaires, président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat.